Je vais tenter de vous faire un résumé de ce symposium pré-EGA, qui est une nouveauté dans les organisations d'EGA. Quand les jeunes médecins s'engagent pour une alimentation saine, je pense que c'est la flèche verte, c'est ça. Donc voilà le titre qui m'a été proposé. Et comme l'impose la loi française, je commence une toute présentation au public par une déclaration d'intérêt. J'en ai beaucoup. Comme vous voyez, j'ai œuvré pour ce PNNS dont on a parlé à plusieurs reprises depuis le début, la fin du siècle dernier, notamment au niveau de la fixation des objectifs nutritionnels et des recommandations diététiques. Aprifel m'a invité quelquefois soit à EGA, soit à un certain nombre de symposia qui est organisé par eux. J'ai contribué à la préparation de du pré-EGA et de ce programme d'EGA. Et puis, avec le professeur Dubois, nous avons suivi les thèses dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, le point de référence dans l'histoire, qui va revenir à plusieurs reprises, est une enquête faite par l'Aprifel dans l'idée de cet EGA 2018 auprès de 500 professionnels de santé français avec un questionnaire sur différents aspects permettant d'analyser leurs perceptions et leurs attitudes vis-à-vis des fruits et légumes qui, comme vous le savez, est la spécialité de l'Aprifel. De cette enquête très riche, dont je présenterai d'autres résultats au cours de ma présentation, j'extrairai pour commencer le principal résultat pour les médecins généralistes. Vous vous en doutez un peu, ça a déjà été évoqué. Eh bien, le médecin généraliste est perçu par les patients comme un interlocuteur plutôt moins légitime que d'autres et moins actif que d'autres sur le domaine de la nutrition, ou en tous les cas vraisemblablement moins bien outillé pour répondre à des questions dans ce domaine. Et donc, il est apparu à l'Aprifel que cette médecine de proximité, qui pouvait avoir une importance dans le conseil nutritionnel, il y avait une nécessité de mieux connaître quand même la réalité du terrain, au-delà d'un interrogatoire un peu fermé tous azimuts. Alors pour l'organisation du symposium pré-EGA qui a eu lieu hier tout l'après-midi, bien l'idée initiale remonte maintenant à plus de 2 ans. Grâce à ma participation, si je puis dire, au jury du département de médecine générale, auquel des jurys soit de thèse, soit de mémoire, de stage, soit des rapports d'initiation à la recherche, auquel je participe avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt depuis maintenant peut-être une quinzaine d'années, parce que pour moi c'est quelque chose qui est très bon pour le moral. Quand je vois l'enthousiasme et la qualité de ces jeunes, je me dis que la médecine générale a encore de beaux jours, de très beaux jours devant elle. Donc, ayant eu l'occasion de discuter de ces mémoires d'initiation à la recherche avec Saïda, ça fait tilt dans sa tête. Et donc, l'idée est venue de dire, puisque EGA va avoir lieu à Lyon, puisqu'il y a un département de médecine générale qui fait des diplômes, des mémoires d'initiation à la recherche ou des thèses de médecine générale dans lesquelles la recherche a une certaine importance, eh bien, ne pourrait-on pas faire des études en médecine générale sur le terrain, sur cette problématique des fruits et légumes et plus largement de la nutrition ? Donc, au mois de novembre 2016, il y a eu des premiers contacts avec le département de médecine générale qui, à travers le professeur Dubois, en a accepté l'idée. Entre janvier et mars, nous avons eu un certain nombre de discussions pour essayer de définir des thèmes à mettre à la disposition des étudiants. Et ces thèmes, ces propositions pour des thèses d'exercice, des recherches sur ce domaine ont été mises en ligne sur le site du département de médecine générale en avril. Et surprise, parce que c'était un défi, nous n'avions aucune idée du résultat possible, surprise, une première candidate a manifesté son intérêt quelques jours après, dès le début du mois de mai. Deuxième surprise, au mois de juin, une deuxième candidate se manifeste, nous partons tous en vacances et divine surprise, au mois de septembre, nous nous retrouvons avec 7 candidates, il s'agissait dans les 7 cas de jeunes femmes, pour préparer une thèse de médecine sur ces sujets
concernant la nutrition et les fruits et légumes. Devant ce nombre, il a été décidé de faire ce que le département fait de temps en temps, des cercles de thèse qui permettent une discussion collective des sujets pour personnaliser le sujet, l'optimiser, le finaliser, afin que l'étudiant se sente bien avec ce sujet, qu'il soit motivé par rapport à ses besoins, à son ressenti, à sa personnalité, etc. Et pour définir les méthodologies. Et ce cercle de thèse s'est réuni 5-6 fois finalement entre décembre 2017 et maintenant pour assurer le suivi et l'encadrement de ces 7 candidats. Novembre 2018, donc presque un an après, nous en sommes à une perte de vue et une démission d'une candidate qui finalement n'a pas réussi à trouver ou à finaliser un sujet dans lequel elle se sentait bien. Entre mai et septembre, il y a eu justement à l'occasion des mémoires et des rapports de stage de médecine générale la présentation des résultats intermédiaires de leurs travaux. Une thèse a été soutenue le 25 octobre 2018, donc il y a 15 jours, et 4 thèses sont suffisamment avancées pour qu'on ait pratiquement les dates de soutenance au premier trimestre 2019. La première thèse a été réalisée par Nathalie Schmitz. Elle sera présentée en mars, donc tous les chiffres ne sont pas encore, ou toutes les analyses ne sont pas encore terminées. Il s'agit d'une recherche quantitative d'observation des pratiques des médecins généralistes de la région lyonnaise concernant leur activité dans le domaine du conseil nutritionnel. C'est une observation en simple aveugle. Bien sûr, l'observateur qui était le stagiaire, l'interne stagiaire chez le médecin savait ce qu'il faisait. C'est lui qui remplissait le questionnaire. Par contre, le médecin ne savait pas sur quel point il serait observé dans sa consultation, donc un simple aveugle. Donc 10 médecins et leurs 10 internes ont permis de renseigner 250 consultations et à la fin 242 questionnaires complets et exploitables. Les principaux résultats, c'est un choix un petit peu subjectif que j'ai fait dans l'ensemble des résultats des travaux de ces étudiantes. 19% des consultations parlent de nutrition, de sujets de nutrition, dans la plupart des cas pour moins de 3 minutes, donc vous voyez que c'est court, et dans la plupart des cas à l'initiative du médecin généraliste. Et compte tenu du temps consacré à la nutrition, apparemment, ce conseil nutritionnel n'a pas d'impact sur la durée générale de la consultation. Nous avons donc un standard 19%, donc une base de référence, 19%. Et ce qui est intéressant, qu'il y a un certain nombre de facteurs qui modifient cette base, des circonstances dans lesquelles le médecin généraliste va spontanément parler beaucoup plus de nutrition. Chose classique, beaucoup plus de nutrition s'il a affaire à un homme qu'à une femme, beaucoup plus de nutrition s'il s'agit de prévention secondaire devant une maladie installée par rapport à la prévention primaire, et encore beaucoup plus de nutrition quand il s'agit de maladies dont on connaît la grande participation du déterminant alimentaire. Donc vous voyez les chiffres, obésité, maladies cardiovasculaires, syndrome métabolique. Donc il y a de ce point de vue-là une utilisation judicieuse du temps et du conseil nutritionnel dans les cas où ça paraît le plus approprié. Alors, ce qui est intéressant pour moi, ayant participé depuis l'origine au programme national Nutrition Santé, c'est que dans les 2 tiers des cas, les données et les repères du PNNS étaient utilisés de façon exclusive, ce qui était quand même une certaine satisfaction. Parce que certains ont dit le PNNS, le discours du PNNS sur la nutrition ajoute à la cacophonie générale autour de la nutrition véhiculée par les médias. En tous les cas, en ce qui concerne ce qui se passe dans le domaine des soins primaires, il a plutôt constitué une colonne vertébrale utile aux médecins. Un deuxième point qui m'a frappé et qui mériterait réflexion, c'est que dans les 2 tiers des cas, dans la plupart des cas, ces conseils nutritionnels se focalisaient davantage sur la limitation de certains nutriments à risque. Alors, dans l'ordre de ceux que vous connaissez, c'est le sucre, puis le sel et enfin les graisses, que sur les aliments ou les nutriments qu'il faudrait plutôt promouvoir. Donc là, il y a peut-être quelque chose à travailler. On est plutôt dans le conseil de la limitation, de la réduction, voire peut-être de l'interdiction.
plutôt que dans celui de la promotion, à l'exception de l'eau. La deuxième thèse, complémentaire de la première, où au départ elles avaient envisagé de travailler étroitement ensemble, puis méthodologiquement et pour d'autres raisons ça n'est pas paru possible, est la thèse du docteur Estelle Chambon, puisque je l'appelle docteur, puisqu'elle a effectivement soutenu sa thèse, et elle devient docteur en médecine depuis le 25 octobre. C'est une thèse cette fois qualitative qui visait à préciser quelle pouvait être l'influence de la propre histoire diététique et de santé de façon plus générale du médecin sur les conseils qu'il donne ou la façon dont il les donnait. Elle était intéressée par ce sujet, faisant la littérature, elle n'a rien trouvé lui permettant de répondre à cette question. Donc c'est une recherche qualitative qui est faite selon les bonnes méthodologies de la recherche qualitative telles qu'elles sont enseignées au département de médecine générale, avec peut-être pour les grands professionnels de la sociologie une limitation sur le nombre de sujets inclus compte tenu des durées possibles et des possibilités d'un individu isolé. Mais malgré tout, utilisant une bonne technologie, avec un codage en parallèle par deux personnes différentes pour s'assurer de la validité de ce codage des verbatims et l'analyse par un logiciel approprié. Analyse à la fois longitudinale des différents interviews, mais je vais parler essentiellement de l'analyse transversale de l'ensemble des interviews réalisées. Alors tout d'abord, pour moi, en tant que professeur de nutrition, une surprise un peu grosse, mais très paradoxale, c'est qu'aucun des interviewés ne se rappelait avoir eu des cours de nutrition. Alors, c'est une surprise parce que, ayant fait des cours de nutrition, je m'attendais à ce qu'on s'en rappelle. Mais c'est également une surprise parce que c'est contradictoire avec les résultats de l'enquête de la Prifel, où, comme vous le voyez, 63% des interviewés déclaraient avoir eu une formation initiale en nutrition et 63% ajoutaient qu'ils avaient même participé à des formations en nutrition, des formations continues en nutrition. Un autre élément du paradoxe, c'est que malgré cette apparente absence de formation déclarée en nutrition, alors la différence entre les deux enquêtes vient vraisemblablement de la façon dont les deux enquêtes ont été faites. Il y a des problèmes méthodologiques derrière, mais peu importe. Le résultat est paradoxal parce que malgré cette absence déclarée de formation, eh bien, les conseils qui sont donnés, les positions par rapport aux repères du PNNS sont tout à fait simples, tout à fait sains, tout à fait robustes et tout à fait en ligne avec ce que l'on pouvait attendre. Et le résultat principal, c'est en quelque sorte de nous donner, ou de laisser entendre, de suggérer, parce que sur le nombre de cas, ce n'est pas une démonstration absolue, une certaine typologie des médecins en fonction de leur propre histoire et de leur propre vécu. Un médecin qui a de bonnes habitudes alimentaires et qui n'a pas de problème particulier de santé va faire un conseil nutritionnel relativement fréquent, mais qui restera relativement général. Rappeler, manger les 5 fruits et légumes, et puis voilà, on passe à autre chose. Par contre, un médecin qui a des habitudes alimentaires qui sont subjectivement et objectivement améliorables et qui a à titre personnel des problèmes de santé, bien, va avoir un conseil nutritionnel beaucoup plus ciblé, moins fréquent mais plus ciblé, et surtout va utiliser pour le transmettre à ses patients une approche motivationnelle se fondant davantage sur le vécu des patients et restant donc beaucoup moins générale. Donc des éléments qui pourraient être utiles à prendre en compte ultérieurement. La troisième thèse a été faite par Adeline Pham, qui a été présente aujourd'hui et qui a été enthousiasmée par tout ce qui a été dit ce matin et cet après-midi, était une thèse qui a cherché à savoir comment les futurs médecins généralistes, au cours de leur internat, intégraient les recommandations de santé publique sur la nutrition et les fruits et légumes dans leur vie habituelle ou pendant leurs études de médecine. C'était là encore une recherche quantitative avec plus d'un tiers des étudiants, des internes en médecine générale de Lyon qui ont répondu, donc un taux qui est quand même relativement important, avec un résultat qui confirme, voire même qui caricature la littérature, c'est-à-dire que 46%
des internes féminins ont répondu, contre seulement 15% des internes masculins. Donc ça, c'est du connu, mais une telle différence, n'est-ce pas, est caricaturale. Par contre, pour ceux qui ont répondu, et ils ont répondu peut-être à cause d'un intérêt à la nutrition, il y a certainement un biais, eh bien, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes sur la consommation de fruits et légumes, qui est de l'ordre de 4,2 portions par jour, comme vous le voyez, 1,9 de fruits et 2,3 de légumes. Et par rapport aux chiffres que l'on a vus dans la présentation de Marion, eh bien 36% consomment plus de 5 fruits et légumes par jour. Donc on a l'impression que ces futurs médecins, et c'est une source plutôt d'espoir pour le futur, sont très différents de la population générale de ce point de vue-là. Ils ont une consommation plus élevée. Et puis surtout, ce qui s'oppose à leur consommation n'est pas le prix et le goût, comme on l'a entendu ce matin, comme ça a été confirmé dans l'enquête de la Prifel, c'est la pyramide que vous voyez en bas. 74% des médecins racontent que leurs patients leur déclarent avoir des problèmes pour consommer des fruits et légumes, avec comme 2 obstacles principaux, le prix et le goût. Eh bien, pour les internes en médecine, ce n'est pas ça du tout. Alors, ils sont sans doute issus d'une catégorie socio-professionnelle privilégiée, mais pour eux, ça a été des aspects pratico-pratiques, le temps pour la préparation et les problèmes de conservation. La 4e thèse était une thèse sur un sujet un petit peu particulier qui avait été proposée par une étudiante, Darini Rugo, qui s'intéressait à la problématique des nouveaux adeptes ou anciens adeptes des régimes particuliers tels que le végétarisme ou le végétalisme. Et il s'agit ici d'une recherche qualitative également, avec des entretiens semi-dirigés face à face, sur 10 végétariens et 6 végétaliens, recrutés de façon un peu originale, mais permise par les moyens modernes, donc les réseaux sociaux. Et parmi les résultats, 2 des patients interviewés n'ont jamais osé informer leur généraliste. Les 14 autres l'ont fait, mais avec une certaine réticence, parce qu'ils avaient peur que le médecin à qui il donnait cette indication d'un régime un peu particulier ait un jugement négatif sur leur démarche, et il s'attendait à ce que le médecin ne soit pas suffisamment compétent ou formé pour répondre aux aspects très particuliers de prise en charge d'un régime végétarien ou, encore pire, végétalien bien conduit, si tant est qu'on puisse le faire. Mais malgré tout, et c'est quand même un point, dans le dernier point, malgré tout, ils reconnaissaient que s'ils étaient sûrs que leur médecin soit bien formé, ô combien ils le prendraient comme référent dans ce domaine, parce que la confiance des médecins, même quand on les juge mal formés, on a quand même confiance en eux, mal formés sur certains points très particuliers. Parmi les autres résultats, ça confirme la première étude quantitative. Lorsqu'ils savent qu'il y a un régime particulier, bien spontanément, il y a un conseil nutritionnel. Par rapport au standard 19% évoqué tout à l'heure, on monte à 43% de conseil nutritionnel qui se focalise cette fois sur des aspects particuliers ou des risques particuliers liés à ces régimes. Il y a de la prescription biologique, mais quelque chose qui est ressorti, c'est que ce sont toujours les patients qui réclament l'examen biologique, en quelque sorte comme réassurance pour être sûr qu'ils ne font pas qu'ils n'ont pas de gros défauts dans leur nouveau régime et qu'ils n'ont donc pas de déficience dans un domaine ou dans un autre. Enfin, notamment pour les végétaliens, la vitamine B12 nécessite un apport obligatoire et la prescription initiale n'a jamais été faite par le médecin généraliste. Mais les gens l'avaient prise spontanément parce que c'est quand même, Dieu merci, quelque chose qui circule sur Internet, au moins sur les sites sérieux. Enfin, la 5e thèse, j'en dirais relativement peu de choses, c'est la moins avancée pour le moment, parce qu'elle a été très ambitieuse, qui était l'exploration, selon 7 axes qui sont représentés ici par une méthode qualitative, sur les freins et les facteurs promoteurs de changement de comportement nutritionnel chez les patients ayant
une maladie cardiovasculaire en médecine générale. Donc les résultats sont tout à fait provisoires parce que le tableau qui ressort de ça est pour le moment relativement complexe et il reste 6 entretiens à exploiter. Un des premiers éléments qui m'a frappé, c'est l'approche totalement différente que l'on pourrait ou devrait avoir selon la façon dont le malade a progressivement ou non accepté sa maladie. En effet, il ressort très clairement que l'on pourrait opposer entre des patients qui sont possibles, voire non symptomatiques, et chez qui la modification des habitudes est très difficile et il y a même un déni de la maladie, à d'autres patients qui ont eu un choc, un infarctus majeur ou un trouble majeur qui leur a fait prendre soudainement conscience qu'il y avait quelque chose à faire et qui sont donc plus promptes à accepter le changement. Donc ici, les analyses restent à compléter, mais il semble qu'on évoluerait là aussi vers une certaine typologie de patients qui devraient être pris en charge ou conseillés de façon différente. Et si on mixe ça avec la typologie des médecins, on s'aperçoit que le conseil personnalisé en fonction de la personnalité du médecin et en fonction de la personnalité du patient nous entraîne dans une médecine de proximité beaucoup plus compliquée, mais aussi certainement beaucoup plus intéressante et beaucoup plus efficace. Alors la première remarque de conclusion qui a enthousiasmé nos jeunes, c'est qu'à la fin du pré-EGA, eh bien, nous avons eu droit à la dégustation en première mondiale de création de l'Institut Paul Bocuse. Alors, quelques mots sur l'Institut Paul Bocuse. Tout le monde connaît Paul Bocuse lui-même, mais l'Institut Paul Bocuse est une école supérieure internationale qui forme chaque année environ une centaine de chefs qui seront les futurs grands chefs de la planète. Il est situé dans un magnifique château à côté de Lyon, dans un parc à Écully. Et cet Institut Paul Bocuse, depuis une dizaine d'années, voire même 10 ans exactement, a monté, à côté de ses cours de cuisine ou de haute cuisine, a monté un institut de recherche pour étudier des choses, avoir une approche intégrée autour de la nutrition et de la cuisine, qui va prendre en compte l'environnement du repas, la façon dont les tables sont faites, dont le service est fait, la façon dont les assiettes sont dressées, enfin tout un tas d'éléments pour mieux comprendre toutes ces interactions qui font que l'on mange peut-être différemment selon le contexte. Et un certain nombre de thèses ont déjà eu lieu, d'autres sont en cours à cet Institut Paul Bocuse. Et grâce au docteur Barna, qui avait pris des contacts avec l'Institut, après les discussions, a été très content de créer pour les participants du pré-EGA, et donc pour nos 5 thésardes, un ensemble de 4 innovations culinaires qui sont représentées ici. Alors les seules qu'on ne voit pas, ce sont les noires, parce qu'elles étaient en train de cuire, et puis elles ont été mises sur un fond noir, et donc de toute façon on ne les aura pas vues. Dans ma perception personnelle, c'était peut-être la plus fantastique. Il s'agissait d'une boule noire avec une pâte, et à l'intérieur, il y avait une crème fondante et légèrement chaude de potimarron aromatisé à la truffe. Donc on nous a conseillé, pour ne pas tacher la cravate, de les mordre d'un coup dans la bouche, et vous aviez à ce moment-là une explosion du goût de truffe qui tout d'un coup vous envahissait, rétronasal, etc. Et puis une continuation, une longueur en bouche avec le potimarron, et cet aspect un petit peu sucré du potimarron, comme il va y avoir le cocktail dînatoire d'ici pas longtemps. Donc c'est histoire de vous ouvrir l'appétit. Nous avons pu également goûter une création qui est tout simplement la meringue de carottes. Comment, avec de la carotte, faire de la meringue en assaisonnant cette meringue avec une crème de cajou, donc une purée de cajou, et dessus une feuille de coriandre, donc des associations de goût. Ce qui est devant vous, ces espèces de petites souris, c'est le dessert. Eh bien, le dessert, c'est du chou-fleur avec de la noisette pilée sur un praliné à la noisette. Donc, vous voyez que nous avons été particulièrement gâtés. Et celui qui est tout à fait au bout, qui était peut-être le plus joli,
très original. Ça, le chef qui avait fait ça, je vous le montrerai dans la diapositive suivante, l'avait appelé le roux-doudou. Il s'agit d'une lamelle de navet blanchie, modelée en forme de fleur, que l'on collait avec une gélatine parfumée au wasabi et sur lequel on mettait une gelée d'épinards et une petite tranche de navet, une jolie petite branche de parmesan coloré, ce qui donnait quelque chose de tout à fait magnifique. Donc voilà, ceci c'est pour vous faire regretter de n'être pas venu hier soir à la présentation du symposium pré-EGA. Donc merci à Saïda et merci à l'Institut Paul Bocuse. Vous avez ici au premier rang comme une équipe de football qui gagne les 5 thésardes qui ont participé à ça. Vous avez tout à fait à droite monsieur Florent Boivin qui est un MOF, comme on dit, ce qui a fallu traduire en anglais. MOF, c'est meilleur ouvrier de France. Donc c'est le titre dont Paul Bocuse lui-même était le plus fier. C'est une compétition vraiment effroyable, si je puis dire, qui désigne chaque année le meilleur ouvrier de France dans différents domaines, et ici dans le domaine de la cuisine. Donc c'est évident qu'il est difficile de reproduire chez soi ce que nous avons goûté hier soir. À gauche est son assistant pour l'occasion, et au milieu, vous pouvez reconnaître certaines têtes. Donc le docteur Barna un petit peu à gauche, à ma gauche, à moi, la présidente de la Prifel, productrice de fruits et légumes, qui veille aux destinées de cette association. Alors ça, c'est les premières conclusions. Donc ça, c'était la deuxième. Alors j'ai quelques conclusions additionnelles et simples pour terminer. Les résultats de ces 5 thèses, bien sûr, nous l'espérons, ne sont qu'un point de départ pour fournir une image un petit peu plus globale de la question de la nutrition en médecine générale, en essayant d'encadrer un petit peu l'ensemble des choses, depuis les aspects de formation des futurs médecins généralistes jusqu'à leur pratique, abordée sur le plan quantitatif et qualitatif, à mettre en regard des attentes des patients sur certains sujets. Et donc ces différentes approches complémentaires nous fournissent globalement une image que l'on peut déjà voir comme plus complexe et quelquefois différente, voire fortement différente de ce qui pouvait émerger de l'enquête plus traditionnelle réalisée par la Prifel et dont je vous avais parlé tout au début. Évidemment, tout n'est pas encore terminé. Les 4 thèses ne sont pas totalement finalisées. Il nous reste beaucoup à réfléchir pour faire une synthèse plus complète que celle que je vous ai présentée. Ça devrait être à l'origine, j'espère, de nouveaux travaux, parce qu'il faut confirmer certaines suggestions, certaines intuitions. Il faut peut-être élargir à certains domaines. Il nous a été suggéré hier que savoir ce qui se passait réellement dans le cabinet de médecine générale, dans les cas de pédiatrie ou dans les cas de prise en charge de la grossesse, mériterait aussi peut-être d'être regardé de près. Et qu'en tous les cas, nous en attendons à terme, en dehors j'espère, de quelques publications particulières et certainement aussi de synthèse sur l'ensemble, nous en attendons une aide pour mieux définir les outils qui pourraient aider les médecins à prendre davantage en charge leurs patients dans le cadre du conseil nutritionnel. Et une des voies qui semble, déjà pour moi en tous les cas, se dégager, c'est cette approche par typologie à la fois des médecins et des patients, un petit peu comme nous l'avions fait dans le guide grand public du PNNS, où nous avions défini un certain nombre de portraits qui permettaient, en fonction de ces grandes caractéristiques de groupes de population, de définir une stratégie pour dire toujours la même chose, mais de façon différente, mieux ciblée et, on ose l'espérer, peut-être plus efficace. Voilà, bien, je vous remercie de votre attention. Et donc, c'est ouvert à discussion. Il y a un point que je n'ai pas mentionné. Par rapport à beaucoup d'autres recherches, cette recherche n'a pratiquement pas coûté un centime. Elle a été faite grâce à l'énergie et à la motivation de ces jeunes. Certes, on ne va pas essayer de publier dans le New England ou dans le Lancet, bien sûr, mais d'un point de vue pratico-pratique, ce sont des éléments utiles qui nous permettent de dire au moins
en région lyonnaise, voilà comment nos praticiens fonctionnent et voilà comment on pourrait éventuellement améliorer les choses et essayer de faire connaître à d'autres endroits de France et peut-être de l'Europe ce que l'on peut faire dans ce domaine. En tous les cas, la divine surprise de ces 7 candidates qui ont fini à 5, ça a été une réponse vraiment fantastique au défi un petit peu fou peut-être, qui avait été lancé au départ. Merci Saïda. Merci à vous tous. Voilà, alors j'ouvre ma présentation à la discussion. Moi, je vous apporte une précision. La préparation potiron truffe qui vous a mis l'eau à la bouche, et puis malheureusement, vous ne pourrez pas la goûter, avait été baptisée par le chef Black Moon. Et ça illustre peut-être une des présentations que l'on a eues cet après-midi dans le groupe pédiatrique, non pas sur les odeurs, mais sur la vue. Ils ont fait exactement la même boule avec sa pâte autour cuite de la même façon, mais avec une couleur tout à fait naturelle et alimentaire différente. Et seule la truffe, la boule noire, la Black Moon, a été perçue comme réellement le goût de truffe. Dans toutes les autres couleurs, il a été difficile pour les gens de l'identifier et il a été jugé que le goût était nettement moins puissant, nettement moins relevé et donc que la recette était moins bonne, alors que c'était la même crème de potimarron dans l'ensemble. Donc ça rejoint des éléments que nous avons vus cet après-midi de façon tout à fait pratique.